Bienvenue sous le palmier, le podcast qui voit la vie en rose poudrée et vous transporte dans un monde de bonne humeur et d'initiatives inspirantes. Je suis Émilie et tous les 2 mois, je rencontre des invités passionnés et engagés dans des causes variées, ici et ailleurs. Dédié à l'engagement et à l'optimisme, chaque épisode vous invite à ralentir, savourer l'instant présent et explorer des initiatives positives, qu'elles soient solidaires, écologiques, artistiques, culturelles ou entrepreneuriales. À travers les témoignages de mes invités, je vous propose de plonger dans de nouveaux horizons et d'écouter des histoires personnelles captivantes. Dans l'espoir bien sûr de vous inspirer et de vous offrir des clés pour votre propre parcours. L'optimisme n'est pas inné, mais nous pouvons tous le cultiver à travers les plaisirs simples de la vie et ainsi mieux affronter les défis du monde moderne. Sous le palmier, prenez une pause bien méritée et rejoignez-nous dans votre oasis sonore préférée, remplie d'accomplissements personnels et de bonnes nouvelles. L'invité qui se trouve aujourd'hui sous le palmier s'appelle Aurélien Boulet. Je suis ravie d'accueillir ce passionné de vélo et de politique qui a tout simplement combiné les deux pour en faire son engagement actuel. Aurélien est conseiller municipal et métropolitain de la ville de Nantes, délégué au développement de la pratique cyclable et du suivi des associations cyclistes. Au programme du jour, il est donc question d'engagement politique au niveau local, de mobilité durable et de la ville de Nantes, une ville au passé industriel qui s'est totalement métamorphosée au fil des ans. Mais vous verrez, Aurélien a plus d'une passion à son arc. Et nous prolongerons ensuite la discussion dans le questionnaire sous le palmier pour le cuisiner à ce sujet. Bonjour Aurélien. Bonjour Émilie. Ma première question Aurélien concerne ton engagement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager comme élu local ? Je pense que c'est la profonde affection que j'ai pour ma ville. Ça ne m'aurait pas intéressé d'être élu, dans une autre ville où j'ai pu vivre précédemment, parce que j'ai pas ce lien intime avec cette ville. Alors je dis pas que tout le monde doit l'avoir, hein, c'est bien aussi qu'il y ait des personnes d'horizons, autres qui puissent être élues, à Nantes, c'est même très bien. Mais, en tout cas moi c'est ce qui a motivé mon engagement, c'est essayer de faire en sorte que, cette ville se développe, positivement. Et pourquoi s'engager en particulier en faveur des mobilités et du vélo ? Un des grands défis, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est, essayer de répondre à des enjeux de mobilité, qui seraient moins décarbonés, qui pourraient répondre justement à un accès des personnes les plus éloignées, des réseaux, de l'emploi, essayer de les remettre en selle. Le vélo, je pense que c'est à la fois un marqueur, de transition, écologique, mais aussi un marqueur, social très fort. Je pense profondément que le vélo, c'est un levier, d'émancipation. Heu, Parce que, voilà, les personnes, redeviennent, maîtresses, de leurs déplacements, sans avoir à débourser, énormément d'argent. Il y a pas de carburant évidemment derrière et je pense qu'on a un rapport, complètement différent à l'espace, quand on est à vélo. Un rapport beaucoup plus, sensitif. En tant qu'élu local, quels sont les enjeux et les défis auxquels tu fais face, toi ? L'enjeu déjà, c'est de rester, sur les engagements, sur lesquels on a été élu. Enfin, je pense que, c'est quelque chose qui est très clair aussi de la part de notre première présidente, Johanna Rolland, c'est de respecter nos engagements. Donc nous, pour le vélo, enfin, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais on en a bien une dizaine. Voilà, il faut que c'est pu être mis en place. Et puis, je crois plus globalement, c'est, essayer d'expliciter, ses actions de manière régulière auprès, de ces réseaux ou auprès du grand public. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense qu'on est dans une phase quand même, où la crise démocratique, est extrêmement forte. Enfin, je vais pas rentrer sur le débat national avec cette réforme des retraites, mais, en tant qu'élu, et moi je prends ça avec beaucoup d'humilité, hein, je suis pas député, je suis pas ministre ni quoi que ce soit, évidemment, mais même en tant que conseiller municipal ou conseiller métropolitain, on doit à notre échelle, essayer de garder ce lien avec les citoyennes et avec les citoyens, et en toute transparence, et d'essayer de, voilà, de les prendre en compte et, de les, mixer avec, notre programme politique sur lequel on a été élu, et de faire converger ça, sans, même extrêmement loin, de toute posture clientéliste, hein. Au contraire, il faut que ça se fasse, d'une manière saine et transparente, quoi. Aurélien, est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs qui souhaitent se lancer comme toi en politique et s'engager localement ? Je pense que l'élément, principal, c'est ne surtout pas s'aliéner à la politique. Moi, j'ai un travail à côté,
Et ce travail, c'est aussi ma liberté. C'est-à-dire que si un jour je suis en désaccord pour une raison ou une autre, eh ben, je peux quitter mon mandat politique et je peux retourner mes activités à 100% professionnelles. Voilà, je pense que c'est un conseil, c'est que la politique, c'est pas un métier. Bon, sauf évidemment quand on est à des charges extrêmement importantes où là, on doit consacrer plus de 100% à ces charges. Mais à un niveau plus local, je pense que la politique n'est pas un métier, c'est un engagement. Donc, il faut trouver d'un point de vue personnel un bon équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie politique. Et puis, deuxièmement, c'est d'essayer d'avancer avec beaucoup d'humilité en essayant de garder ce lien humain à la fois avec les citoyennes et les citoyens, mais aussi avec les agents. Sous le palmier. Tu es passionné par tout ce qui est lié aux problématiques sociales et urbanistiques, et tu aimes Nantes au point de lui avoir dédié en 2015 une bande dessinée qui s'appelle À marée haute. À marée haute, c'est une BD où on fait la connaissance de Fabrice, un adolescent de 12 ans qui voit sa ville se transformer dans les années 90. Et je me demandais, selon toi, quelles sont les 3 grandes évolutions qui ont marqué Nantes depuis cette période ? Déjà, à la base de cette transition, c'est la fin des chantiers navals dans le centre-ville. Ensuite, il y a eu ce choix politique de reconstruire la ville sur elle-même en réinvestissant ces anciens chantiers, en gardant les traces de cette époque industrielle et en essayant de refaire... de redonner de la vie à ces quartiers-là, donc en implémentant des logements, des nouvelles activités. Et puis je crois aussi qu'un des troisièmes facteurs profonds du changement de la ville de Nantes, ça a été l'investissement culturel qui a pu être fait avec la création de beaucoup de lieux qui au début étaient plutôt à la marge, qui étaient plutôt des lieux d'expérimentation, des lieux alternatifs, mais qui, par la volonté politique du maire de l'époque, Jean-Marc Ayrault, ont été institutionnalisés, ont reçu des aides publiques et sont pour une grande partie toujours présents sur le territoire nantais. Et donc il y a cette effervescence culturelle qui date de la fin des années 80, début des années 90, qui s'est donc beaucoup institutionnalisée, mais qui fait qu'aujourd'hui à Nantes, on a énormément de lieux culturels disséminés un peu partout dans la ville, et je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN de cette ville, à la fois cet équilibre entre un renouveau urbanistique et social, et cette effervescence culturelle. Nantes est une ville qui aurait pu vivre réellement un cataclysme économique et social avec la fermeture de ses chantiers, avec un port qui est maintenant extrêmement moribond. Enfin, l'ADN de cette ville, c'est quand même voilà, ce port, cette ouverture vers l'estuaire, vers l'océan, et on a su rebondir. Je vais te parler à nouveau de la bande dessinée. Chose que les auditeurs ne savent pas, tu as beaucoup bougé avant de revenir à Nantes et y poser définitivement tes valises. Tu es passé notamment par l'Irlande, la Belgique, et je me dis, tu as attendu de revenir aux origines en fait pour créer ta bande dessinée à marée haute. Bah oui, je pensais quelque chose que tu connais bien aussi, mais c'est souvent quand on est loin de chez soi, de sa ville où on a grandi, que on découvre certaines choses, un certain attachement, une certaine dimension aussi qui jusqu'à présent était plus ou moins cachée. C'est vrai que moi, j'ai grandi dans un milieu, on va dire, plutôt populaire, enfin dans une cité HLM de l'île de Nantes, une enfance très heureuse, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai été entouré par cette dimension très très forte sur l'île de Nantes, liée au port, liée au chantier, à travers aussi mon histoire familiale. Enfin, j'avais plusieurs oncles qui étaient soudeurs, qui étaient traceurs de coques dans les chantiers de Bretagne ou les chantiers du Bijon sur l'île de Nantes. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez normal pour moi, sauf qu'en prenant du recul, en vivant par exemple à Dublin, qui est aussi toujours un grand port, en vivant à proximité d'Anvers, qui est le deuxième port d'Europe, je me suis rendu compte que le port de Nantes était aujourd'hui extrêmement moribond, pas en grande santé, et alors que une ou deux générations avant moi dans ma famille, on en vivait de ce port. Et donc j'ai essayé un petit peu d'expliquer cela dans cette BD, c'est-à-dire comment est-ce qu'une classe ouvrière qui a travaillé dans le port pendant plusieurs générations pas entre guillemets, mais a pris fin plus ou moins il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire dans les années 90, et comment est-ce qu'aujourd'hui on assiste toujours d'ailleurs à un changement démographique extrêmement important à Nantes, où on a une gentrification qui s'accélère.
Comment la ville fait-elle face à ce changement? Bah, déjà, un élément factuel, c'est que sur la métropole nantaise, depuis un certain nombre d'années, on gagne environ 9 000 habitants par an. Heu, ce qui est vraiment, extrêmement impressionnant. Bon, le calcul est simple, hein, mais en 10 ans, on gagne, presque 100 000 habitants, c'est l'équivalent, d'une moyenne ville française, quoi. Donc, de fait, cette pression démographique, elle implique que, on doit être extrêmement, actif, pour, assurer un minimum de services publics. Je parle des écoles, je parle, voilà de l'offre de mobilité, enfin voilà, tous les services publics, au sens large. Et donc, nous à Nantes, on a cette double ambition, de ne pas, se faire dépasser par cette pression démographique et deuxièmement, de proposer toujours plus de services publics. Mais avec cette donne de plus 9 000 habitants par an, on doit vraiment redoubler d'efforts. Parce que même à Mmh. niveau constant d'habitants, déjà mettre en place, une meilleure offre de services publics avec, voilà, des politiques publiques au plus près, des besoins des habitants, même à niveau constant d'un point de vue démographique, c'est complexe, c'est compliqué. Et qu'en est-il pour le vélo et l'immobilité? Sur le vélo, lors des campagnes municipales et métropolitaines de 2020, on s'était engagé à, construire déjà à multiplier par 4 la pratique du vélo, c'est-à-dire à passer environ à 12 de part modale, vélo à l'horizon, 2030, mais on va certainement l'atteindre dès 2026. Et à construire, un réseau vélo avec des axes, ce qu'on appelle magistraux ou structurants, qui sont, des pistes cyclables extrêmement qualitatives et sécurisées, qu'on peut connaître par exemple, aux Pays-Bas ou au Danemark. On n'est vraiment pas du tout sur des bandes cyclables, ou des pistes non continues. L'idée, c'est vraiment de créer un réseau extrêmement qualitatif, sécurisé, pour permettre à des nouveaux publics, de se remettre au vélo ou de se mettre au vélo même tout simplement. Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs un exemple de projet dont tu es particulièrement fier? Il y a pas mal de projets, mais il y en a certains dont c'est vrai, je suis plus particulièrement, fier. Enfin, je suis fier de tout évidemment, mais par exemple, on a voté dernièrement au conseil, métropolitain, la tarification, solidaire sur l'acquisition de vélos. Donc là, c'est conditionné, à des niveaux de ressources, mais on aide les personnes, qui sont les plus défavorisées à acquérir des vélos. Cette tarification solidaire, on l'a aussi fléchée, sur la location de vélos. Tout le travail qu'on peut faire avec les associations, je pense entre autres dans les quartiers, prioritaires, on assiste quand même à des moments humains qui sont souvent, très forts et c'est là qu'on se dit parfois que quand le travail associatif, c'est-à-dire l'expertise citoyenne et la pression citoyenne et les pouvoirs publics, la force publique, que ce soit élus et agents, quand toutes ces dynamiques, convergent et qu'on arrive ensemble à créer, des projets, dans les quartiers, et qu'on voit des femmes qui, avaient, beaucoup de difficultés, soit financières, soit même parfois, qui sentaient pas la légitimité parfois à se déplacer et à sortir de leur quartier. Quand on voit ces femmes qui apprennent à faire du vélo ou à refaire du vélo et qui, par cette mobilité retrouvée, déjà prennent du plaisir et ensuite, se disent: «Bah, oui, c'est peut-être plus facile pour moi d'aller chercher de l'emploi parce qu'à nouveau, je me sens, apte et capable d'aller, dans d'autres quartiers, dans d'autres communes». Enfin, aussi, réapprendre à être mobile, réapprendre à faire du vélo. C'est aussi une manière de, comment dire? De décloisonner certains rapports, qu'on peut avoir, avec le monde professionnel, avec même le monde culturel, le monde humain. Et maintenant, le 5 en 1. Je vais te faire passer le questionnaire sous le palmier. Alors, c'est un 5 en 1. C'est pas non plus le questionnaire de Bernard Pivot, tu verras. Mais au fil des épisodes et puis avec l'aide de nos auditeurs, il va s'étoffer et devenir, je l'espère, un incontournable du podcast. Donc, la première question, toute simple, mais quand même, hein, ça peut quand même lier beaucoup de choses. Tu es plutôt thé ou tu es plutôt café? Plutôt café, ouais, plutôt café. Tu es plutôt lac ou plutôt mer? Pour un Breton qui en plus connaît Merde, bien la Suisse. ouais. Non, alors là, je suis très déçue. Je suis censée être neutre, mais j'ai quand même espéré. Je me suis dit, là, il va être embêté entre ces deux Non, je questions. dirais même océan plutôt. Ça rejoint la BD que tu as montré au début, j'adore les marais, ces paysages qui évoluent, 4 fois par jour en fait. Donc c'est ouais, l'océan, ouais. On a passé un palier, je vais le rajouter, je modifierai alors. Quelle est l'activité sportive, culturelle ou autre qui t'apporte le plus?
Ben en fait, et c'est pas du tout quelque chose d'élitiste, parce que chez nous, on a des places à 5 €. J'ai découvert ces dernières années que l'opéra était vraiment un art total qui peut vraiment te subjuguer. Et j'ai eu des claques, même avec des opéras très modernes, qui m'ont beaucoup marqué. Donc ouais, je dirais l'opéra. Qu'est-ce que tu tires justement de ça quand tu es dans un opéra? Tu t'évades? Bah oui, c'est l'effet bulle en fait. Déjà, tu es dans un endroit qui est magnifique. Enfin, en général, les opéras sont des très beaux endroits. Et puis c'est le sentiment d'évasion, ouais. C'est le sentiment d'évasion qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors évidemment, on peut le ressentir en lisant un livre, en allant au cinéma, en allant au théâtre ou de plein d'autres manières. Mais je trouve que l'opéra, parce qu'il sollicite tous les sens, ou presque tous les sens, il décuple cette sensation. Et j'aime beaucoup aussi aller dans des environnements qui étaient considérés justement comme élitistes il y a quelques années ou quelques décennies, qui sont de plus en plus populaires, qui se démocratisent de plus en plus, et de voir qu'on a vraiment amorcé des transitions extrêmement fortes. Et aujourd'hui, voir qu'il y a des enfants des quartiers qui vont avec leur classe à l'Opéra de Nantes, et qui assistent à ces représentations qui sont souvent extrêmement fortes, bah ouais, je trouve qu'il y a quelque chose d'humain très puissant. Mais tu vas dire c'est le grand écart. Mais je peux aussi ressentir ça, par exemple, quand je vais voir un match de foot à la Beaujoire, et quand tu as 40 000 personnes qui crient, qui chantent à l'unisson. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est des moments super forts. C'est des moments où tu as l'impression que toutes les barrières sociales et économiques s'abolissent. Et en fait, quelle que soit notre classe, mais quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos opinions politiques, parfois on arrive à faire corps ensemble. Et je pense qu'il y a l'art et le sport qui peuvent permettre ça. Parfois, c'est des moments extrêmement rares, c'est des sortes de bulles, des bulles assez fortes, quoi. Et la dernière question, en fait, quelle question aurais-tu souhaité que je te pose et que du coup je t'ai pas posée? Quelle est la ville européenne qui est un peu modèle pour toi, peut-être? Voilà. Quelle est la ville qui est un peu modèle pour toi justement en termes de vélo? L'Eldorado du vélo alors, c'est ça? Ouais, écoute, l'Eldorado du vélo, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'était il y a 2 ans et demi. C'est Utrecht, aux Pays-Bas, qui est une ville assez folle, où il y a environ 50, voire un peu plus par modal vélo. Donc, c'est-à-dire, il y a plus de la moitié de la population qui se déplace à vélo. Donc, évidemment, pour un petit Nantais, c'est quand même extrêmement impressionnant. Et ça a été un choc extrêmement positif. Et tu reviens de là avec plein d'idées dans ta besace, plein de photos, et que tu transmets à tes collègues ou aux agents. Et donc, ça permet plein d'échanges et une sorte d'effervescence et d'inspiration très forte. C'est super chouette, quoi. Merci beaucoup Aurélien pour tout ce partage. Et voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Vos retours sont plus que bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos avis et mettre des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Si vous souhaitez me soutenir et suivre l'actualité de Sous le Palmier, rejoignez-moi sur LinkedIn et Instagram sous le nom Sous le Palmier. Merci beaucoup pour votre écoute. Et rendez-vous dans 2 mois, même heure, même endroit, Sous le Palmier.